On y va. Mesdames, Messieurs, j'ouvre la séance du Conseil municipal. S'il vous plaît. Merci. Je vais donc commencer par l'appel. Alexandre Joly présent. Bernard Duclos. Présent. Fleur Husserholz. Présent. Patrick Cadiou. Présent. Ingrid Cavray a donné pouvoir à Monsieur Leclerc. Grégory Leclerc. Présent. Paul Dangue. Christophe Goude. Présent. Marie-Michel Hamon. Jean-François Sirot. François Heurtel. Alexandrine Ferrand. André Soudemont. Marie-France Breguet. Jean-Pierre Garnier. Freddy Bailly. Martine Navé-Cunha. Monique Dufourny. Alain Moyon. Jean-Patrick Wurtz a donné pouvoir à Madame Dufaux, Chantal Dufaux. Bertie Huard a donné pouvoir à Madame Dufourny. Romuald Ruiz. Cédric Collet a donné pouvoir à Monsieur Goutte. Laurence Madès va arriver. Elle est là. Ah, ça y est. J'allais dire, elle va arriver avec un peu de retard, mais c'est très bien. Madame Laurence Lamblin. Elle est là? Non? Ok. Madame Stéphanie Gommet a donné pouvoir à Madame Goutier. Anne-Sophie Goutier. Jean-François Mourtou. Présent. Anne-Sophie Jacques. Romain Bertrand. Julien Vialard. Jacques Grimond. Eliane Bosselard. Henri Vodka. Yannick Giroux. Monica Bellala. Guillaume Hugo. Annick Poux. Merci. Désignation du secrétaire de séance, je vous propose Julien Vialard. Y a-t-il d'autres candidats? Qui est contre? Abstention? Merci. Procès verbal du 21 novembre 2019. Y a-t-il des observations? Non, je vais donc passer au vote. Qui est contre? Absence. Contre? L'opposition. Abstention. Pour. Merci. Relevé des décisions prises par le maire. Article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Mais avant, et si vous le permettez, on a eu cette semaine accompagné Ingrid Cavray, Gisèle Cavray, la maman d'Ingrid Cavray, mais Gisèle qui était aussi adjointe à sa dernière demeure au cimetière. Et je voudrais, puisque beaucoup de personnes la connaissent et qu'elle a fait un travail énorme pour la collectivité, que ce soit en termes d'adjointe, mais également dans sa vie quotidienne, auprès des associations, dans son métier d'infirmière, qui était son métier de base. Et je souhaiterais transmettre à Ingrid, justement, et vous comprendrez qu'elle ne soit pas là ce soir, et à sa famille, à ses autres frères et sœurs, aux petits-enfants, toute la tristesse et la solidarité qui a été d'ailleurs témoignée lors des obsèques, une foule très nombreuse à l'église de Houille, et c'était, je crois, la moindre des choses, et ça a bien marqué là, j'allais dire, tout le travail qu'elle a fait et qui était apprécié par l'ensemble des Auvillois. Je vous propose une minute de silence, s'il vous plaît. Merci. Oui. Son sourire quasi permanent, sa gentillesse va beaucoup nous manquer. Relevé des décisions prises par le maire, est-ce qu'il y a des questions? Oui, Monsieur Vodka. Oui, j'aurais voulu quelques informations. Alors, concernant le point 19 463, par rapport à la plus-value engendrée pour l'aménagement intérieur du gymnase Jean-Bouin, la somme de 50 000 €, je voudrais savoir si elle avait été prévisible, ou de quelle nature elle a été faite. Voilà. J'aurais un deuxième point concernant la signature du marché
Alors le point 19 473, relatif au remplacement des lanternes et des sources lumineuses d'éclairage public dans diverses voies de houille. Ce remplacement, est-ce qu'il est fait avec, je dirais, du matériel qui est plus adapté ou est-ce que ça correspond à une vétusté bien particulière? Voilà, je voulais un petit renseignement dans ce domaine. Il y a un autre point, je l'ai sauté, pardonnez-moi, c'est le 19 472 par rapport à la signature du marché relatif à l'entretien du patrimoine arboré. J'aurais voulu savoir la définition exacte des processus d'entretien du patrimoine arboré. En quoi consiste-t-il et quels sont les critères d'évaluation d'une année sur l'autre pour reconduire un marché du patrimoine arboré. Et le dernier point consiste sur le point 19 496 relatif à l'enseignement affaires scolaires. Alors, le domaine pédagogique ici ne me semble pas d'actualité. La pédagogie, ça se réfère à la science de l'enseignement, donc porteur de l'éducation, mais dans le sens noble du terme, avec un cursus de type scolaire, avec des personnes adaptées. Ici, on est dans un espace plutôt d'atelier pédagogique, mais plutôt récréatif ou ludique. Et d'autre part, je suis intéressé par la pâte polymère. Alors je me suis retourné vers Internet parce que c'est un élément que je ne connaissais pas et je me dis j'aurais peut-être pu m'en inspirer dans ma fonction d'enseignant. Et j'ai vu que c'était fait, c'est une matière chimique, hein, on appelle argile polymère, qui est à base de phtalate. Donc les problèmes de phtalate, j'ai regardé en détail, on me dit bon bah ça peut être un perturbateur endocrinien, il peut y avoir aussi des problèmes de fertilité. Alors la question et l'élément en la matière, c'est simplement en respectant le support ludique utilisé, c'est simplement quelle est la tranche d'âge à qui l'on va demander d'utiliser ce type de produit. Parce qu'il y a effectivement, de temps en temps, des observations par rapport à ce produit. Je ne parle pas de nocivité, je parle simplement d'irritation par rapport à certains enfants, notamment pour certaines tranches d'âge. Alors je voulais avoir plus d'informations dans ce domaine et savoir quelle était la personne qui s'en occupait. Je ne remets pas en cause le bien fondé de sa demande, mais savoir si tous les éléments d'encadrement ludiques et récréatifs ont bien été mis en place. Voilà, c'est simplement une information et je vous remercie de m'en faire part. Merci bien. La deuxième question, c'est quel numéro déjà? Bonne question, je vous le redis tout de suite. Alors, j'avais fait une intervention, je crois. Alors, la première, c'était relatif au bâtiment. La deuxième, j'avais fait une intervention, c'était signature au l'éclairage public. Et après, j'étais revenu devant sur le patrimoine arboré, par rapport aux critères d'évaluation, et savoir comment l'on détermine la qualité du service fait et comment on suit l'évolution de nos arbres. Voilà. Et le dernier point, c'est relatif à l'activité que je qualifie non pas de pédagogique, mais de récréative et ludique. Mais ça, je vous en laisse le soin. Oui, plusieurs choses. Pour votre dernière question, la pâte polymère, oui, est dangereuse si on la mange, et ce n'est pas le cas pour les enfants. Et le plan mercredi a été demandé par le ministre lui-même. Et donc, c'est en accord avec, bien sûr, le monde de l'enseignement que cet atelier a été créé. Sur les sources lumineuses d'éclairage public, on continue l'opération qui nous fait faire des économies, hein, c'est simplement de remplacer par des LED. Et entre ça et puis le réseau de chauffage urbain, effectivement, on diminue la trace carbone énormément. On aura l'occasion d'en reparler, donc c'est plutôt bien. L'entretien du patrimoine arboré, eh bien, écoutez, c'est quelque chose de classique. Je pense que Patrick peut peut-être en dire un mot, mais... Oui. C'est juste une procédure, un marché des plus classiques, hein, où 60% de l'offre du marché repose sur la partie technique et 40% sur le prix, tout simplement. Donc c'est un marché commande à bon. Et en fait, les gens présentent effectivement des produits, des prix. Donc à 40%, l'offre repose dessus et 60% sur la qualité du service qui est donné. Sur le gymnase, il y a effectivement des plaisants, des plus-values, mais il y a aussi des moins-values. Et donc, c'est les précautions et c'est le travail qui est fait pour mener à terme ce gymnase avec une entreprise qui a quelques difficultés. Et compte tenu effectivement de ces éléments et des entreprises et de la façon générale de traiter le problème,
on se tient à votre disposition pour vous apporter toute question, sachant qu'à chaque fois, ce sont des éléments qui sont donnés lors des différentes réponses aux appels d'offres. Y a-t-il d'autres questions? Nous allons donc passer à l'ordre du jour. Donc le premier point, quelque chose de classique, révision du tableau des effectifs, Madame Ferrand. Bonsoir. Alors, comme il s'agit de la dernière révision de l'année, celle-ci comporte toutes les suppressions de postes proposées après avis du comité technique. Alors, il ne s'agit pas de réelle suppression de postes. Ces mouvements sont la simple conséquence de la création d'emplois d'avancement pour les mêmes agents, de remplacement sur d'agents partis ou de modification d'emploi. Alors, les suppressions proposées sont à compter du 1er janvier 2020. Donc, dans le cadre des avancements de grade de la promotion interne, réussite au concours et modification du temps de travail, qui concerne la majorité des suppressions, on trouve notamment dans la liste un certain nombre de postes d'adjoints administratifs, d'adjoints techniques, d'agents sociaux et d'adjoints d'animation, entre autres. Dans le cadre des mutations ou de retraite, on a 3 postes en suppression, donc des postes d'agents de maîtrise et postes de professeurs de musique et de danse. Et enfin, dans le cadre du PPCR et de l'intégration des cadres d'emploi des assistants socio-éducatifs et des éducateurs de jeunes enfants, il y a 10 postes à supprimer. Y a-t-il des questions, des observations? Nous allons donc passer au vote. Qui est contre? Abstention? Pour? À l'unanimité, je vous remercie. Attribution de l'indemnité de conseil à Madame la trésorière de Houille, Monsieur Sirot. Délibération classique aussi, donc de fin d'année, donc c'est l'attribution. Donc je vous explique pas le calcul, vous avez le détail tel qu'il est expliqué dans la note. Donc en aucun cas, par contre, cette indemnité ne peut excéder une fois le traitement brut annuel correspondant à l'indice majoré 150 au 1er janvier de l'année de versement de la dite indemnité. Donc il est proposé aux membres de l'Assemblée délibérante d'approuver le versement de l'indemnité de conseil à Madame la trésorière de Houille au taux de 50% au titre de l'année 2019, soit 2 505,57 €, et d'autoriser Monsieur le maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. J'en profite pour informer les gens qui l'ignorent que Madame Dussin nous quitte, part à la retraite à la fin de l'année, donc il y aura l'année prochaine un nouveau trésorier ou une nouvelle trésorière. Y a-t-il des questions, des observations? Nous allons donc passer au vote. Qui est contre? Abstention? Pour? À l'unanimité, je vous remercie. Monsieur Leclerc, fixation des attributions de compensation définitive au titre de l'exercice 2019. Bien, il s'agit là, je vais peut-être présenter les deux délibérations successivement. Il s'agit là de ratifier des délibérations qui sont passées au Conseil communautaire. Les attributions de compensation, comme vous le savez, sont une somme que verse l'agglomération à la ville en compensation de la taxe professionnelle qui lui a été attribuée. Et donc, en début d'année, nous avions fixé des attributions de compensation pour la ville de Houille par l'agglomération à hauteur de 4 547 951 €, pardon. Et il est décidé de confirmer ce montant en cette fin d'année. Donc il n'y a pas eu de transfert de compétences nouveaux au cours de l'année qui justifierait de le modifier. Ça, c'est pour la première délibération. Et la délibération suivante sera la fixation des attributions de compensation provisoire pour 2020 que l'agglomération nous a proposé de reconduire à hauteur de l'attribution de compensation définitive de cette année 2019. Voilà. Il n'est pas anticipé pour le moment d'éventuels nouveaux transferts de charges qui conduirait à proposer un nouveau montant par anticipation. Comme chaque année, à la fin de l'année prochaine ou en cours d'année prochaine, il sera confirmé ou modifié ce montant pour régularisation dans l'année. Est-ce qu'il y a des questions, des observations? Oui, Madame Bellala. Juste une explication de vote. En fait, le vote ce soir sera conforme au vote au Conseil communautaire le mois dernier, donc ce sera un vote contre. Les attributions définitives, parce qu'elles découlent d'un budget primitif que nous n'avons pas voté, et pour la même raison, les provisoires, elles sont aussi liées au futur budget que nous ne voterons pas. Je vous remercie. C'est dommage, c'est pas lié au budget, mais
Alors, écoutez... C'est curieux Je parce que respecte. quand mon collègue non, mais avait... attendez, Oui, mais parce que vous me dites ça ce soir, mais quand monsieur l'évêque a donné ses explications de vote, vous n'avez pas réagi. Donc je suis étonnée que ce soir vous réagissiez comme ça. Je vous remercie. Oui, parce que ce soir, je mène l'Assemblée, et je suis responsable de cette Assemblée et de l'animation démocratique, et je ne le suis pas à la comité d'agglomération, ça ne vous a pas échappé. Et en même temps, nous, on a voté, et chacun est libre de faire et de réagir comme je le fais. Ce droit vous est acquis, il l'est aussi pour moi. Fixation des attributions de compensation définitive au titre de l'exercice 2019. Qui est contre? Opposition, abstention, pour. Je vous remercie. Attribution de compensation provisoire qui sont également du même montant. Qui est contre? Abstention, pour. Je vous remercie. Création des tarifs municipaux de la résidence autonomie Les Bellevues, Madame Dang. Les établissements et services sociaux et médico-sociaux rattachés donc à une collectivité territoriale qui était suivie jusqu'à présent en M14 doivent désormais appliquer l'instruction M22. Ce changement de cadre budgétaire et comptable a donné lieu à l'adoption d'une délibération du conseil municipal. Ainsi, les tarifs relatifs à l'activité de la résidence doivent être liés à ce budget annexe. Il est proposé de créer les tarifs existants sur le budget annexe Résidence Autonomie Les Bellevues et de revaloriser ces tarifs à compter du 1er janvier 2020, comme il vous est proposé sur le tableau annexé. Y a-t-il des demandes d'intervention? Oui, Madame Bellala. Oui, je vous remercie. Oui, c'est une remarque concernant l'augmentation du loyer. Alors, il m'a été répondu, je remercie la chef de cabinet, il était répondu que l'augmentation est bien sûr liée à l'inflation. On nous a rappelé l'augmentation sur les 6 dernières années. En fait, on voudrait connaître s'il y en a le mécanisme de compensation quand il y a une augmentation du loyer. Il s'agit de personnes âgées, des populations fragiles, dont les retraites parfois ne sont pas très élevées, qui voient parfois même leur montant de retraite être amputé. Et on voudrait savoir si c'est des mécanismes de compensation, parce qu'il y a des personnes qui sont à quelques euros près par mois. Je vous remercie. Oui, ces personnes touchent l'APL, et le loyer est de 428,80 € et est passé en 6 ans à 456,60 €, soit une augmentation de 6,8% en 6 ans. Et je pense que vous ne connaissez pas forcément toutes les personnes qui sont là-haut, et je peux vous dire que sans être, j'allais dire, des personnes très aisées, je peux vous dire qu'elles apprécient et le prix et les services qui sont des services anormaux par rapport à des logements sociaux traditionnels et qui ne sont pas comptés, j'allais dire, au juste prix. Donc toutes les personnes qui sont là-haut, je les ai encore vues la semaine dernière pour le repas de Noël avec Madame Dang et Monsieur Garnier et Monsieur Moyon, sont ravis et n'ont fait aucune observation. Et si toutefois, dans cette ville, quelqu'un était en grande difficulté, le CCAS a toujours été présent pour compenser. Maintenant, de faire croire à tout le monde que tout peut être gratuit, je crois que c'est non seulement une façon de ne pas respecter le travail des uns et des autres, mais en tout cas, je peux vous assurer qu'à ma connaissance, je dis bien à ma connaissance, il n'y a aucune personne en difficulté à la résidence des Bellevues. Si toutefois c'était le cas, je vous prierai de façon discrétionnaire de me le faire savoir, que l'on puisse y remédier. Oui, Madame Bellala. Il ne faut pas caricaturer les propos. On n'a jamais parlé de vouloir que ce soit gratuit. Voilà, on sait simplement qu'il y a des gens, encore une fois, qui sont à quelques euros près par mois. Et si vous dites qu'au Bellevue, il n'y a personne dans ce cas, à votre connaissance, eh bien, tant mieux. Voilà, je vous remercie. Oui, je ne vais pas répéter ce que je viens de dire. Nous allons donc passer au vote. Qui est contre? Abstention? Pour? Abstention? D'accord. Affectation des immobilisations entre le budget principal ville et le budget annexe résidence autonomie Les Bellevues. Monsieur Sirot. Comme on vous l'a déjà expliqué, donc il y aura un budget annexe maintenant pour la résidence des Bellevues.
Et donc cette délibération, c'est simplement pour transférer les immobilisations qui étaient dans les comptes de la ville sur le compte de ce budget annexe. Pour mémoire, ça représente à peu près, en immobilisation, pour ceux que ça intéresse, ça représente à peu près 200 000 euros d'immobilisation. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Je souhaite souligner quand même qu'à la résidence des Bellevues, il y a les repas sur place, il y a un certain nombre d'animations, il y a un certain nombre de choses, et c'est la raison pour laquelle personne ne se plaint. Donc se plaindre à la place des personnes est peut-être une bonne chose pour expliquer un vote, mais en tout cas, ce n'est pas la réalité des choses. Et je voudrais bien signaler qu'elle est en plus ouverte sur l'extérieur et que l'on reçoit notamment des animations intergénérations, chères notamment à Alain Moyon, avec des personnes qui viennent de l'extérieur sur cette résidence qui est, ma foi, et je voudrais aussi parler de tous les travaux qui sont faits dans cette résidence, qui a vieilli comme tous les bâtiments de cette ville qui datent un peu, et il y a des travaux très importants et qui ne sont pas supportés par les résidents, que ce soit en termes d'isolation et que ce soit en termes de travaux d'une façon générale, les changements de fenêtres, la clim, enfin un certain nombre de choses, et je souhaite que tous les bâtiments sociaux soient aussi bien traités que la RPA. Ce serait une réelle satisfaction, et avec des prix qui soient ceux de la RPA. Oui, monsieur Vodka. J'aurais voulu savoir, par rapport au terme de résidence autonomie, quel est le GIR maximum que l'on peut laisser pour les personnes? Passer un certain seuil de dépendance, comment se fait le transfert? Comment agit-on d'une manière bienveillante, humaine, dans ce cas précis? Écoutez, je vais laisser la parole à Madame Lang, mais depuis le temps que vous êtes là, vous savez très bien que c'est toujours fait avec humanité et que la règle du jeu, elle est claire. C'est un logement. On a des services supplémentaires qui sont effectivement une excellente chose, mais les personnes doivent être autonomes. Et c'est la base même de ce type de résidence. Donc après, c'est le parcours résidentiel traditionnel des personnes qui vieillissent, comme ça peut nous arriver à chacun d'entre nous, avec des moyens certes parfois différents, mais je peux vous assurer que les choses sont faites avec humanité et cela ne pose pas de problème. Donc sur ces 5, je crois. Oui, si je peux me permettre, donc c'est GIR 5 et 6 qui sont à la résidence des Bellevues. Maintenant, il est bien évidemment qu'une personne qui est là depuis longtemps et qui a un état de santé qui se dégrade, on va la garder jusqu'à temps qu'on ait pu trouver, auprès des familles, qu'on ait pu trouver un endroit où cette personne puisse aller. On ne les met pas dehors non plus du jour au lendemain. Il y a un suivi qui est fait tant aussi au niveau du SIAD et au niveau des aides à domicile. Une question complémentaire par rapport aux interventions des services techniques en cas d'urgence. Alors, comment ça fonctionne? Par exemple, si à 3 heures du matin, il y a un problème de fuite, il y a quelqu'un, il y a une astreinte, ou est-ce que, on coupe le robinet d'eau et puis on attend le lendemain? Comment ça se passe? Non, mais attendez, je crois que je suis étonné. Est-ce que, par hasard, toutes ces questions qui arrivent d'un seul coup, alors que tous les ans, on parle de la RPA, de la résidence autonomie, les Bellevues, mais on vous a dit que c'était des logements comme chacun peut avoir. Donc, il y a en plus, effectivement, un système d'astreinte à la RPA qui n'est pas prévu dans les logements sociaux. C'est même quelque chose d'anormal. Mais maintenant, tout le reste se fait comme un logement. C'est-à-dire que s'il y a urgence, que ça soit chez vous, en ville, ou que ça soit effectivement dans une résidence, eh bien les mêmes moyens sont mis en œuvre. Les pompiers, alors avec les pompiers, avec une particularité quand même, c'est qu'il y a trop de sorties de confort des pompiers, vu effectivement la carence notamment en termes médicaux ou même d'ambulanciers la nuit. Donc je crois qu'on a pris là également des précautions pour que effectivement les pompiers ne soient pas, j'allais dire, les personnes qui garantissent ce que devrait être fait par les familles ou autres. Donc il y a aussi, on a conseillé, puisqu'il existe de même pour une fuite, on pense tout de suite aux pompiers, mais pour des problèmes de personnes qui tombent et qui ont du mal à se remettre sur le lit, donc se pose la question de l'autonomie. Et puis en même temps, il y a maintenant des sociétés, vous savez qu'on ne peut pas, j'allais dire, concurrencer les sociétés de services, et en même temps sur les appels téléphoniques, sur les appareils
d'appels de secours qui sont financés en partie par le conseil départemental et qui peuvent être mis à disposition, s'ils le souhaitent, de nos résidents, eh bien, on a effectivement demandé à ce que ce soit des appels vers les familles et qu'il y ait des personnes qui puissent répondre. Donc, de toute façon, ils ne sont pas laissés dans l'abandon entre les services sur place et les services publics traditionnels. Nous allons donc passer au vote. Qui est contre? Abstention? Pour? À l'unanimité? Je vous remercie. Le point suivant, fixation de la durée d'amortissement des immobilisations. Monsieur Sirot. C'est la délibération conséquence de la première, puisqu'on a transféré les amortissements. Maintenant, on fixe sujet par sujet quelles sont les durées d'amortissement qui vont être pris pour les nouveaux investissements. Donc vous avez le tableau qui reprend toute la liste. C'est des amortissements qui sont des durées d'amortissement qui sont assez classiques, qui sont pour la plupart d'ailleurs identiques à ceux qu'applique la ville. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Nous allons donc passer au vote. Qui est contre? Abstention? Pour? À l'unanimité. Monsieur Leclerc, transfert de la compétence assainissement. À nouveau une délibération qui fait suite à un vote en conseil communautaire. Donc là, il s'agit de préparer le transfert potentiel, je dis bien potentiel, de la compétence assainissement, qui est une obligation fixée par la loi NOTRe 2015 et qui devrait s'appliquer à partir du 1er janvier 2020. Donc c'est demain, dirons-nous. Et c'est une délibération, comme ça a été dit à l'agglomération, et on le redit ici, qui est un peu à titre conservatoire, puisqu'il y a des débats parlementaires en ce moment pour éventuellement retoucher cette obligation légale, et on n'en connaît pas encore définitivement les contours finalement. Est-ce qu'il va y avoir un assouplissement? Quoi qu'il en soit, le travail a été fait entre les communes et l'agglomération pour préparer ce transfert de compétences, donc qui touche tout le réseau d'assainissement des eaux, qui touche la fourniture de l'eau, qui est une compétence extrêmement sensible dont chaque commune s'est accordée à dire que c'est une compétence de proximité qu'il ne faut surtout pas perturber dans son fonctionnement. Voilà, et s'il y a des discussions actuellement à l'échelle nationale, c'est bien, parce que ceux qui ont commencé un petit peu avant ont rencontré des difficultés et que c'est quelque chose d'un petit peu délicat à mettre en place. C'est pour cette raison que, comme le permet la loi, l'agglomération se propose de signer avec les communes qui le souhaitent une convention de gestion transitoire par lesquelles elle délègue aux communes l'exercice de la compétence telle qu'elle l'exerçait auparavant. Donc, ce qui veut dire que, comme auparavant, les communes continuent à percevoir les recettes, y compris les redevances, elles continuent à mandater les dépenses, et tout ça se fait dans des flux financiers transparents avec l'agglomération. Voilà, ça serait un exercice par les villes comme avant, mais désormais pour le compte de l'agglomération. Comme leur nom l'indique, ces conventions de gestion sont transitoires, et donc en attente soit d'être confirmées, soit de savoir ce que dira la loi. C'est en tout cas ce qui vous est proposé pour assurer la continuité du service à partir du 1er janvier. Y a-t-il des demandes d'intervention? Alors, les deux points suivants ont la même présentation et qui a été faite de façon très complète par Grégory Leclerc. Donc, je vais d'abord prendre le point sur le transfert de la compétence et approbation de la convention de gestion transitoire. Qui est contre? Abstention? Pour? À l'unanimité. Et clôture du budget M49 assainissement et ouverture du budget de prestation de services. Qui est contre? Abstention? Même vote à l'unanimité. Merci. Taux de la redevance d'assainissement pour 2020, Monsieur Sirot. Comme vous le savez, la redevance d'assainissement alimente le budget d'assainissement, donc, dont nous venons de parler. Et donc, nous proposons de maintenir le taux de la redevance d'assainissement pour l'année 2020 au même taux qu'il était cette année. Donc, de 19 centimes d'euros 95 par mètre cube pour la ville de Houille, au titre de l'année 2020. Y a-t-il des demandes d'intervention? Nous allons donc passer au vote. Qui est contre? Abstention? Pour?
à l'unanimité. Je vous remercie. Pardon? Abstention? D'accord. Abstention pour l'opposition. Convention de délégation de maîtrise d'ouvrage pour la réalisation des travaux d'aménagement de la maison du vélo en gare de Houille, Carrières-sur-Seine. Monsieur Duclos. Alors, dans le cadre de sa compétence en matière d'organisation de la mobilité sur son territoire, la CHGBS souhaite réaliser des travaux d'aménagement d'une maison du vélo dans l'ancien bâtiment voyageur de la gare de Houille-Carrières. Ce projet est inscrit au plan vélo 2019-2026 de la CHGBS, approuvé par le Conseil communautaire par délibération en date du 9 mai 2019. La CHGBS ne possède pas l'ingénierie administrative et technique nécessaire à la conception et au suivi de ces travaux. Aussi, afin d'assurer la bonne exécution des travaux, il est proposé de déléguer la maîtrise d'ouvrage à la commune de Houille, afin de lui confier le soin de faire réaliser l'opération au nom et pour le compte de la CHGBS. Ainsi, la commune de Houille exercera les missions suivantes: définition des conditions administratives et techniques d'étude et d'exécution du projet, préparation, passation, choix de l'attributaire et signataire du marché de maîtrise d'œuvre, approbation des avant-projets et accord sur le projet de maîtrise d'œuvre, du maître d'œuvre, préparation, passation, approbation du choix des attributaires et signature des marchés de travaux, le suivi des travaux et enfin la réception de l'ouvrage. Le montant prévisionnel des aménagements, toutes prestations confondues, a été plafonné à 380 000 € TTC et inscrit au budget 2019 de la CHGBS. Donc on nous propose d'approuver la convention de maîtrise d'œuvre déléguée telle qu'annexée et d'autoriser Monsieur le maire à la signer. Y a-t-il des demandes d'intervention? Oui, Madame Fuchs. Oui, je vous remercie. Évidemment, nous nous réjouissons, comme tous les cyclistes auvillois et leurs organisations représentatives, de ce beau projet. Première collaboration marquante entre la ville de Houille et la CAS-GBS. Et ce projet qui s'inscrit dans le cadre du plan vélo établi par l'AGLO en 2019, de 2019 à 2026. Évidemment, à la lecture de la Convention, j'ai eu quelques interrogations que je me permets de vous soumettre, et je ne doute pas que vous ayez déjà réfléchi à ce genre de questions. Je lis donc que la Convention avec l'AGLO cessera à la fin des travaux et qu'il s'agit d'une mise à disposition de locaux par la SNCF, régie par une convention provisoire préalable nécessaire au début des travaux. Donc la première question à laquelle je pense que vous allez pouvoir me répondre, c'est où en est la convention entre l'AGLO et la SNCF, et a-t-on l'assurance que cette convention d'occupation sera reconduite avec la ville ? Parce que je lis à l'article 11 que la communauté d'AGLO deviendra propriétaire des ouvrages et que c'est la ville qui en assurera la gestion et l'entretien, alors que cette parcelle est la propriété de la SNCF. Donc, si vous pouviez nous éclairer un petit peu sur cette question de propriété par l'AGLO des ouvrages. Il y a une différence peut-être entre les murs, la parcelle de terrain et l'intérieur. C'est ça ? Bien. Donc, la CAS-GBS sera propriétaire des ouvrages sur un terrain et un existant appartenant à la SNCF. C'est ça ? Très bien. Est-ce que oui, la question aussi importante concerne l'expertise. Est-ce que les experts seront associés à l'élaboration du projet ? Ce qui me semble extrêmement important. Et quelles seront les modalités de fonctionnement ?
qu'est-ce qui est prévu? Est-ce que du personnel communal il sera affecté, notamment pour l'accueil des clients usagers, puisque vous prévoyez un accueil et même une bibliothèque, j'ai lu ça. Les coûts de fonctionnement, je suppose, vous les avez déjà évalués, puisqu'il me semble, enfin vous allez peut-être me le confirmer, les délais de réalisation sont assez courts. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les délais, justement, de réalisation? Je vous remercie. Tout d'abord, une précision. Le premier grand projet, pour moi, avec la communauté d'agglo, reste quand même l'encorbellement à 8 millions. Et ça n'a rien à voir avec les 380 000 qu'on va engager sur la maison du vélo, mais qui est cohérent avec tout le travail qui est fait, que ce soit le bout de la rue Gambetta et un certain nombre d'autres travaux sur le vélo, tel que ça avait été dit lorsqu'on avait fait venir le Paris-Nice et le Tour de France, en disant que ce n'était pas juste one shot. Donc 2 opérations qui n'ont pas pesé, je vais le rappeler quand même, qui n'ont pas pesé sur les finances communales. Néanmoins, sur la maison du vélo, c'est l'une des premières maisons du vélo dans la communauté d'agglomération, dans l'ancienne gare. Et donc, effectivement, les travaux sont pris en grande partie par la région et le reste par la communauté d'agglomération qui va demander à la région les financements pour faire les travaux. Il nous demande simplement l'assistance technique de nos services, comme ça se fait sur un certain nombre de projets qui sont portés par la communauté d'agglo, qui évitent, j'allais dire, de surenchérir et d'embaucher juste pour une opération un certain nombre de techniciens que l'on a en interne. En plus, ça tombe bien, c'est sur notre territoire, donc ça permet d'avoir une cohérence, effectivement, avec l'ensemble des travaux qui devront être faits, notamment pour les pistes cyclables et bandes cyclables qui se feront sur le réseau et le plan vélo qui a été mis à disposition. Alors, vous avez posé la question, vous avez très bien répondu à la question. Effectivement, la SNCF met à disposition cette gare, ça lui appartient, et il est bien évident que la convention qu'on va signer va prendre en compte la durée d'amortissement des travaux à l'intérieur. C'est ça l'accord qu'il y a avec la SNCF, qui n'est pas encore complètement, c'est très long, hein, et en ce moment, c'est vrai qu'on a du mal à trouver les interlocuteurs, hein, pour être franc. Donc voilà pourquoi et dans quelles conditions ça sera fait. En ce qui concerne l'animation et la gestion, c'est bien sûr la ville. Ça se fait avec une partie professionnelle, c'est-à-dire que le projet lui-même est travaillé avec le triporteur, en ce qui concerne notamment, j'allais dire, les réparations de vélos, qui est si apprécié. Et là aussi, on a été les premiers à donner sa chance au triporteur, qui depuis s'est bien développé et apprécié. Le travail qui a été fait se fait également dans un premier temps, puisqu'il y a une partie gestion et animation, se fait avec des associations autour du vélo et qui ont déjà été... alors, c'est pas clos, mais au départ, on le fait avec un certain nombre d'associations qui ont trait et qui ont pour vocation de mettre en exergue le vélo. Donc là, le travail est en train de se faire. Il y a déjà eu des premiers contacts et ça, on le fera évoluer au fur et à mesure. On veut que ça soit aussi un endroit de rencontre et un endroit, j'allais dire, convivial. Donc tout n'est pas défini à la virgule. L'argent est engagé pour les travaux et effectivement, ça se fait avec les personnes qui vont en grande partie, notamment le triporteur, payer, j'allais dire, tous les frais liés à l'utilisation d'un bâtiment. De même, ça va rejoindre, puisque la région va faire un système de location de vélos électriques, c'est tout à fait cohérent, et bien sûr, ce bâtiment servira aussi, j'allais dire, de point de départ des locations de vélos électriques. Donc, dans l'environnement, je vous rappelle qu'il y a un plan vélo assez ambitieux qui a été fait en concertation avec des associations dont certaines, vous les connaissez très bien. Le programme prévisionnel des travaux, donc il y a l'atelier vélo, une zone d'accueil client usager, une réserve, un espace détente, café, bibliothèque. On veut effectivement que ce soit un endroit bon, vestiaire, toilettes, etc. Donc tout ça n'est pas encore défini complètement, mais c'est dans cet esprit que les travaux vont se
vont se faire. J'espère vous avoir rassuré. S'il n'y a pas d'autres prises de parole, nous allons donc passer au vote. Qui est contre? Abstention? Pour? À l'unanimité? Je vous remercie. Participation aux dépenses de fonctionnement des classes du premier degré de l'Institut Sainte-Thérèse, année 2019-2020, Madame Russerols. Les communes de résidence ont l'obligation d'assumer pour les classes élémentaires et maternelles privées et pour les élèves domiciliés sur leur territoire les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat. La précédente délibération fixait pour montant 481,77 € par enfant. Pour l'année scolaire 2019-2020, il est proposé de revaloriser cette participation à hauteur de 1,1% du montant acté l'année précédente, soit une participation par élève de 487,07 €. Sur la base des effectifs actuels, soit 340 enfants, et du montant réactualisé, la dépense estimée pour la ville pourrait s'élever à 165 603,80 €. Il est donc proposé aux membres de l'Assemblée délibérante de fixer la participation communale aux dépenses de fonctionnement des classes du premier degré de l'Institut Sainte-Thérèse pour l'année scolaire 2019-2020 à 487,7 € par enfant au Villois. Y a-t-il des demandes d'intervention? Oui, Madame Bellala. Je me permettrai juste un petit rappel historique. C'est la loi Debré qui imposait aux communes depuis 1959 de financer les écoles, les classes élémentaires. De longue tradition antérieure à votre élection, Monsieur le maire, la commune finançait également les classes, la scolarité des enfants au Villois dans les classes maternelles privées. C'était une option que la commune avait choisie il y a plus de 30 ans, je crois. Et c'est devenu obligatoire que cette année par la loi Blanquer. Je me permets la remarque parce qu'il y a plusieurs personnes qui nous ont interrogés avant ce conseil municipal sur ce point. Je vous remercie. C'est vrai, et c'est le maire, M. Seleskovic, qui a commencé à faire voter cette mesure. Donc, s'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, je vais passer au vote. Qui est contre? Abstention? Abstention, l'opposition. Pour? Je vous remercie. Approbation du contrat eau, trame verte et bleue, climat des plaines et coteaux, la Seine centrale urbaine 2020-2024. Monsieur Leclerc. Bien, le contrat eau, trame verte et bleue, climat 2020-2024 est à l'initiative de l'Agence de l'eau Seine-Normandie, du Conseil régional et de la métropole du Grand Paris. Il constitue un engagement entre plusieurs maîtres d'ouvrage qui prennent des engagements financiers à porter des projets sur une durée de 5 ans. Ce contrat, il s'inscrit dans une démarche pour la préservation de la ressource en eau, la protection et la restauration de la biodiversité, de la nature en ville, ainsi que l'adaptation au changement climatique. Il permettra en particulier d'améliorer la gestion à la source des eaux pluviales, restaurer et protéger les milieux naturels, améliorer la qualité et économiser la ressource en eau, et renforcer la résilience des territoires aux inondations avec une adaptation au changement climatique. Il se décline en 4 grands enjeux et dans le contexte de ce contrat, la commune de Houille a identifié un certain nombre de ces projets qui peuvent être éligibles à ce contrat, répondant à l'enjeu A. Parmi les 4 enjeux du contrat, cet enjeu A, c'est la gestion à la source des eaux pluviales et la lutte contre les îlots de chaleur en concourant à la mise en œuvre du plan vert d'Île-de-France. Ces projets, ils sont dans l'annexe au contrat qui vous est parvenu. Ils s'inscrivent en fait dans la continuité qu'on a débattue au dernier conseil, dans la continuité des travaux sur le PLU pour préserver la biodiversité et la trame verte et bleue en ville, d'une part, également dans la continuité d'un certain nombre de choses qu'on a votées dans cette assemblée, puisque, entre autres actions, il y a l'aménagement en espace vert d'un îlot rue Koenig, dont nous avons voté dans ce conseil l'acquisition en cours d'année. Donc 3 actions pour le moment, grâce auxquelles, en signant ce contrat, nous réaffirmons notre engagement à nous inscrire dans cette démarche de lutte contre le réchauffement climatique, ce qui est déjà une chose très importante. Cerise sur le gâteau, ça nous permet pour ces 3 opérations listées de prétendre à un potentiel de
concours financier à hauteur de 212 800 €. Y a-t-il des demandes d'intervention? Madame Bellala. Oui, je vous remercie. Oui, Monsieur Leclerc, comme vous l'avez expliqué, la signature de ce contrat va permettre à notre commune de financer certains projets dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique. Donc ce contrat eau, trame verte et bleue, climat 2020-2024 est soutenu entre autres par la région Île-de-France. Je voudrais rappeler que la présidente, Madame Pécresse, a annoncé une enveloppe globale de 10 milliards en faveur de l'écologie sur la période 2020-2024. Mais on peut quand même regretter que ce contrat ne corresponde qu'à une enveloppe de 272 716 000 €, ce qui n'est que 2,7% de l'enveloppe globale de 10 milliards. Donc finalement, c'est peu, c'est trop peu, parce qu'il s'agit quand même de financer des actions sur toute l'Île-de-France dans le cadre de ce contrat et sur la période 2020-2024. Vous avez aussi expliqué que nous avons 3 projets annoncés à Houille. Donc, je voudrais juste avoir quelques précisions, s'il vous plaît. Donc, la désimperméabilisation et la végétalisation de la place Michelet. Donc, nous savions bien sûr que la place Michelet, qu'il y avait un projet de la refaire entièrement. En revanche, aujourd'hui, on n'a pas le descriptif complet du projet. On n'a pas non plus le dessin d'architecture paysagère pour nous donner une idée de ce à quoi ressemblera la place une fois végétalisée, réaménagée. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir ces informations, s'il vous plaît ? Et aussi comment ce projet s'articule avec l'étude qui a été demandée à Citalios, puisque Citalios a été mandaté pour vous faire des préconisations sur tout ce qui est aménagement du cœur de ville. Concernant la végétalisation et l'aménagement du square ouvert au public au parc relais de la gare, est-ce que vous pouvez juste nous repréciser exactement l'endroit concerné, s'il vous plaît ? Et là aussi, le lien avec l'étude de Citalios. Enfin, mais là, ce n'est pas une remarque que je ne m'adresse pas... Je ne m'adresse pas seulement à la majorité ici municipale, c'est une question qu'on a posée aussi le mois dernier. On se pose la question de l'articulation de ce contrat avec le plan climat, air, énergie territoriale, le PCAET. Parce que nous, pardon de le rappeler, on a lancé un avis de recherche le mois dernier au conseil communautaire, on a demandé à avoir des informations, et ni monsieur Fond, ni le responsable du service environnement n'ont su nous répondre quand on leur a demandé où on en était, voilà, quand est-ce qu'on aurait une présentation de l'état des lieux qui est faite actuellement et puis une présentation du calendrier réactualisé. En fait, on sait on l'a voté, le PCAET, mais on ne sait pas où on en est. Merci. Je n'ai pas la réponse à toutes vos questions. La première concernait l'enveloppe régionale. Ce contrat, c'est le contrat, à ma connaissance, pour ce qu'ils ont appelé plaine et coteaux de la Seine centrale urbaine. Il n'y en a pas qu'un qui couvre l'ensemble du périmètre de la Seine. En fait, on est plutôt sur le bassin ouest. Et nous, on est une des entités, donc j'imagine qu'il va y en avoir d'autres. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'il est notamment financé par la région Île-de-France. Rien ne dit, et je ne peux pas le croire à ce seul instant, que ce soit les seuls qui seront financés par la région. Il se trouve que celui-ci, c'est celui qui est porté par l'agence de l'eau. Agence de l'eau qui jusqu'à présent signait des contrats auxquels on n'avait pas le privilège d'être associé puisque ça touchait quasi exclusivement à ce qui était les berges de Seine. Aujourd'hui, on a réussi, c'est peut-être un des intérêts finalement d'être en agglomération, à attraper une information selon laquelle l'agence finance désormais des choses qu'on cherche à faire qui sont des petits îlots verts ou la lutte contre les îlots de chaleur en ville. On s'est donc bien volontiers associé immédiatement à l'initiative dès qu'on en a entendu parler. Pour l'articulation avec l'étude Citalios, en fait, elle va essayer de travailler l'avenir. Là, on est dans ce qui est immédiat. Donc, ce qui est immédiat qui se lance, comme par exemple place Michelet, ça va alimenter cette étude comme une donnée d'entrée, on va dire, actuelle et à prendre en compte et, on va dire, incontestable. Elle portera plutôt sur la recherche du potentiel ou du maillage des choses qui sont à venir plus tard. Votre question sur la végétalisation, alors j'ai pas les plans avec moi, la place Michelet, tu voudras peut-être dire un mot derrière Patrick sur la place Michelet. C'est pas une désimperméabilisation totale, bien entendu. Les projets portent à la fois sur les surfaces qu'on est capable de désimperméabiliser totalement et à la fois sur celles où on cherche, à travers une initiative municipale, à réintroduire ou à désimperméabiliser en parcelle, en partie.
l'îlot qu'on a évoqué, qui est un des projets face à la gare, en fait, il s'agit de la friche derrière un grillage qui se trouve face au parc Relais, côté rue Robespierre, place Malraux. Donc ça, c'est pour sa localisation. Et effectivement, je ne sais pas si vous en avez le souvenir, mais dans le PLU, nous avons inscrit son inconstructibilité. Et l'idée est effectivement de chercher à préserver, là encore, c'est l'objet de ce contrat, de la nature en ville et de chercher à préserver de la verdure avec un projet qui serait, on va dire, moitié, je n'ai pas les ratios exacts puisque c'est prévu pour plutôt 2023, mais à la fois du parking paysager et à la fois un square. Et enfin, que je disais, je n'ai pas les réponses à toutes les questions. Ce n'est pas à moi qu'il appartient d'en dire plus que l'agglomération sur le plan climat qu'elle porte. La réponse en conseil communautaire c'est prévu courant 2020. Je ne peux pas vous en dire plus puisque le maître d'ouvrage et le chef d'orchestre sur ce dossier est évidemment l'agglomération. Patrick, peut-être un petit mot sur la place. On en a déjà parlé, mais puisqu'on nous le demande, on va le redire. Projet en détail, très clairement, dans les mois qui viennent, on aura l'occasion effectivement de revenir bien plus en détail. Donc en fait, l'objectif est de chercher à végétaliser effectivement un espace qui ne l'est pas du tout, avec des contraintes techniques qui ne sont pas neutres, notamment en matière de drainage. C'est un endroit où, du jour au lendemain, effectivement, on n'ira pas créer 100% de végétalisation. Mais je pense que dans les semaines qui vont venir, on aura l'occasion d'en discuter plus précisément. Et comme je l'ai déjà dit, c'est un espace contraint, c'est-à-dire que c'est une volonté de végétaliser, de mettre des arbres, mais entre les passages pompiers, etc., on a pratiquement l'endroit où il faut mettre les arbres, il n'y a plus qu'à le dessiner. Donc ça, c'est ce que j'arrête pas de dire à chaque fois. Effectivement, la grande échelle doit pouvoir se mouvoir sur l'ensemble de la place, et ça mange des espaces. Par contre, de là, laisser une place complètement nue, il n'en est pas question. Oui, Madame Bellala. J'avais une dernière remarque concernant la préservation de la biodiversité en ville. Je voulais savoir si vous aviez déjà sollicité la Ligue de protection des oiseaux pour faire de notre commune une commune refuge des oiseaux, comme ça s'est fait par exemple à Fourqueux et comme il s'est aussi un projet au Vésinet. Je vous remercie. Non, nous n'avons pas encore sollicité, nous n'avons jamais sollicité effectivement ce type d'organisme. Je pense que Houille n'est pas tout à fait effectivement comparable à des villes que vous venez de décrire comme le Vésinet ou Fourqueux, mais ce n'est pas une porte à complètement fermer. Puis même en aimant les oiseaux, je crois que les pigeons ne sont pas forcément... D'ailleurs, je voudrais rappeler qu'il est interdit de donner à manger aux pigeons parce que ce sont des nuisibles. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que je passe au vote, Monsieur Vodka? Oui, j'ai bien compris qu'il n'y a pas encore de calendrier définitivement fixé pour avoir un peu le retour des différentes expériences. Et dans ce cadre-là, tous les enjeux qui sont précisés mettent en avant un point essentiel que j'ai pu voir et que vous pourrez retrouver par vous-même, c'est l'amélioration des connaissances. En la matière, nous ne disposons pas plus que les autres de connaissances. Mais la mutualisation des connaissances de toutes les communes qui sont concernées, est-ce qu'elle se fera et comment peut-on avoir une information par rapport au bien fondé de telle ou telle action, savoir si on peut tirer profit d'une belle expérience ou éventuellement tirer profit d'une expérience qui n'a pas été forcément intéressante sur le plan de la biodiversité. Voilà, je voulais simplement savoir au niveau de la commune si la mutualisation des connaissances des partenaires des autres communes apporte une réponse peut-être bien adaptée pour notre biodiversité. Voilà. Il se trouve, alors je ne sais pas à laquelle des expériences vous pensiez, mais il se trouve qu'on est justement sur une compétence où il y a des retours qui se font mutualisés à travers l'intercommunalité. C'est elle qui porte la compétence environnement, on y concourt à la hauteur de à la fois nos besoins et nos capacités. Donc il y a déjà des premiers échanges qui vont se faire. Il se trouve que signer un contrat comme ça, c'est bénéficier d'un retour sur expérience élargie, puisqu'il y a un comité de pilotage qui va se réunir. La ville n'a pas forcément besoin d'être membre de ce comité de pilotage pour bénéficier du retour via l'agglomération. Et puis là, on s'est inscrit, nous,
Donc peut-être qu'on découvrira des nouvelles initiatives. C'est un contrat qui n'est pas fermé. L'important pour nous, c'était d'en être membre. Il ne sera pas exclu dans la limite des budgets consommés dans ce contrat de pouvoir inscrire d'autres projets. On en avait d'autres en tête qui n'étaient pas suffisamment prêts pour être signés contractuellement. Mais on aura d'autres retours sur expérience et on sait déjà, pour les actions qu'on a inscrites, que là, il y a quelque chose qui est apparu évident cet été, qui est l'impératif de préserver quelques petits espaces verts pour éviter ce qu'on appelle les îlots de chaleur en ville. Ça, cet été, a servi plus ou moins de premier retour sur expérience sur, au-delà du sujet climat, la nécessité vitale de le faire. Il faut savoir qu'on s'est interrogé, quand on a vu apparaître ce contrat, sur l'enjeu, à cause du contexte de notre ville et le fait qu'on ne pouvait pas travailler sur des très grandes surfaces, et que l'agence et ses représentants ont au contraire salué le fait qu'on souhaite immédiatement s'inscrire dedans en disant « toutes les surfaces sont bonnes à prendre, allez-y, on est preneur, on vous aidera ». Très bien. Y a-t-il d'autres questions avant que je passe au vote? Oui, Madame Poux. Oui, je voudrais rebondir sur l'intervention de ma collègue, Madame Bellala. En ce qui concerne les oiseaux, je pense qu'au contraire, on a un grand rôle à jouer en ville, et notamment à Houille, parce qu'il y a beaucoup d'espaces verts qui sont constitués par les jardins, vous le savez bien, puisque vous le comptez dans les surfaces d'espaces verts. Et les oiseaux viennent de plus en plus en ville, parce que justement à la campagne, ils sont menacés. Et je vous cite, par exemple, je ne donne pas à manger aux pigeons dans mon jardin, mais ce matin, un faucon cresserelle est venu en bouffer un sous mes yeux. Voilà. Vous le remercierez de ma part. On n'a pas dit qu'on ne ferait pas. Hein. Je veux dire, effectivement, après, il y a des actions qui sont menées sur un certain nombre de choses. Et là, quand on parlait de ce qui est fait dans un certain nombre de domaines, et notamment le développement durable, non seulement on se passe des informations, Grégory a très bien répondu, mais en même temps, je suis fier que dans cette ville, on soit quand même à l'origine d'un certain nombre d'initiatives. Hein. Que ce soit les sapins qu'on récupère, ça on le fait avant même que les autres villes de la communauté d'Aglo l'aient fait. Le chauffage urbain, on aura l'occasion là aussi d'en reparler. Et sur le bilan carbone, c'est quelque chose qui est assez spectaculaire. Là, on aura vraiment l'occasion d'en reparler. Donc je suis content qu'on soit quand même à l'affût des bonnes idées, et ce n'est pas fini. Je veux dire, les développements durables, c'est aussi une affaire sur la longueur, et de saisir toutes les opportunités en fonction des moyens de cette ville. Mais il y a beaucoup de personnes qui se sentent concernées, et c'est un travail... Pardon? Ah, les abeilles, oui. Non, mais c'est vrai qu'il y a moins de miel cette année. Je vais donc passer au vote. Qui est contre? Abstention? Pour? À l'unanimité. Avant que je lève la séance et que je donne une ou deux informations, est-ce qu'il y a une demande d'intervention? Donc je lèverai la séance après. Je voudrais simplement dire qu'avec Monsieur Hugo, avec Monsieur Mourtou et avec l'archiviste, nous avons ramené la plaque, un duplicata de la plaque qu'il y avait sur le monument aux morts, pas le monument aux morts, le monument Schellcher, qui est exactement le même monument qu'il y a à Basse-Terre, à la Guadeloupe. Ça faisait 30 ans avant même que je ne sois maire que j'avais idée puisqu'on pensait que c'était la plaque de Houille qui était partie là-bas, qu'on avait idée d'essayer de la ramener sur Houille. C'est maintenant chose faite, et surtout, il y a eu des contacts intéressants en ce qui concerne nos projets sur Victor Schellcher. Je voudrais en profiter avant de donner je peux vous donner la date du prochain conseil municipal, c'est le mercredi 15 janvier à 20h30, 15 janvier 2020, salle Victor Schellcher, où j'espère que le budget pourra être présenté. La prochaine séance du conseil communautaire, le 27 février, au pôle Chanorier à Croissy-sur-Seine. Et en cette période de fin d'année, je voudrais
remercier l'ensemble des élus pour le travail qui a été fait, bien sûr majorité et opposition. Je voudrais également remercier l'ensemble des services municipaux qui sont de grande qualité, et je sais que l'habitude est de toujours trouver quelque chose qui ne va pas. Eh bien, dans cette ville, et par comparaison à l'ensemble des services, et par rapport à l'ensemble de ce qui est fait, je voudrais mettre en exergue le professionnalisme de nos collègues. Et là, nous avons eu l'occasion cette semaine d'avoir notamment des personnes qui se sont particulièrement distinguées. Aujourd'hui, vous le savez, Babette de Rosière, qui est une des grandes chefs de ce pays, qui fait des émissions notamment sur la cuisine antillaise, est venue par amitié passer la journée et avait concocté avec la cuisine centrale un menu, un repas de Noël. D'ailleurs, c'était apprécié, puisque d'habitude on fait 3250 repas, et aujourd'hui 3500. Je crois que toutes les salles de restauration étaient pleines. Et d'ailleurs, je suis désolé, je ne peux pas le faire pour tout le monde, mais il y a eu en dessert un blanc manger coco, et j'ai réussi à en sauver quelques-uns. Donc tous les membres du conseil municipal, je suis désolé, je ne peux pas inviter tout le monde, pourront venir après derrière déguster le blanc manger coco qui a été fait à cette occasion. Et je voudrais dire que le service qui a été opéré a été apprécié à la fois de notre personnel et à la fois de Babette de Rosière, qui a trouvé que le travail qui a été fait était particulièrement exemplaire pour, j'ai dire, faire 3500 repas. C'est quand même pas quelque chose de simple. Le deuxième service que je voudrais mettre en exergue, c'est dans les services techniques. Vous avez vu qu'il y a une nouvelle porte qui ressemble à l'ancienne, puisqu'elle a été refaite sur le modèle de l'ancienne, et c'est de la ferronnerie qui a été faite par nos propres personnels, et que cette personne, c'est la dernière œuvre, je trouve ça assez symbolique, avec ses collègues, c'est la dernière œuvre qu'elle fait, puisqu'elle part à la retraite vendredi. Donc vous regarderez cette porte qui a été refaite, alors vous me direz pourquoi a été refaite à l'identique. Simplement parce qu'elle est beaucoup plus légère que l'ancienne et que ça posait problème, notamment avec le plan Vigipirate, puisqu'on ne pouvait pas se servir que de la porte de verre. Et le troisième service, mais je n'oublie pas tous les autres services qui, de façon plus discrète, font un certain nombre de choses, que ce soit dans les services, que ce soit l'état civil qui va travailler beaucoup, notamment avec les prochaines élections, mais l'ensemble des services. Mais je voudrais mettre en exergue le service environnement, car avoir le nombre de personnes qui s'arrêtent devant la mairie pour faire des photos, je crois que c'est certainement la meilleure reconnaissance qui soit que l'utilisation de ces espaces et du travail qui a été fait par le service environnement. Voilà, Madame la Directrice Générale, Mesdames, Messieurs les élus, ce que je voulais dire avant cette fin d'année. Oui, Madame Bellala, c'est... Pardon, excusez-moi. En fait, quand vous avez demandé tout à l'heure si on voulait prendre la parole, j'avais pas compris que le conseil se terminait parce qu'il me semble que j'avais posé 2 questions orales. Oui, mais Madame, je vous répondrai et vous en ferez l'usage que vous voudrez. J'ai d'ailleurs appelé et demandé et dit, j'ai eu M. Hugo au téléphone à propos de Schellcher, et je lui avais dit que compte tenu de la façon dont la question était posée, qui n'était pas une question, mais qui mettait en cause le travail qui était fait par l'équipe municipale, et compte tenu de cette période préélectorale, à moins de 3 mois des élections, j'ai dit que j'allais arrêter tout ce qui pouvait porter, j'allais dire, préjudice, et notamment en termes juridiques, puisque là, vous me mettez des questions qui ne sont pas des questions. Il y a des a priori qui sont dessus, qui sont proprement inadmissibles, et qui sont des débuts de campagne. Donc, si vous voulez les réponses, vous avez les questions. Les réponses, je vous les ferai par écrit, donc vous ne pourrez pas dire que je ne vous réponds pas, et vous pourrez en faire usage. Mais je ne suis pas inquiet parce que jusqu'à maintenant, toutes les questions que vous avez posées, vous avez fait allusion, et les réponses qu'on donnait étaient plutôt discrètes. Donc je vous donnerai toutes ces réponses et vous en ferez l'usage que vous voudrez. Les séances du conseil municipal, le code électoral interdit pendant cette période de réserve de recourir aux moyens institutionnels de la collectivité pour présenter le bilan de la gestion des mandats précédents. Et vous y faites allusion. Donc je dis simplement que réponse sera apportée,
que sur Citalios, vous en avez parlé dans le cadre du Conseil et on vous a répondu. Donc il n'y a pas de censure ni rien, mais simplement dans le cadre des missions qui sont celles du maire en termes de police de l'Assemblée, eh bien les services notamment m'ont conseillé de ne pas répondre de cette façon. Mais vous aurez les réponses, donc vous pourrez les Non, utiliser. c'est pas ça, c'est juste que là, moi j'estime qu'on est censuré. C'est comme vous nous aviez amicalement conseillé de suspendre notre tribune. Vous savez, on connaît la loi, donc on sait très bien dans quel contexte on a, enfin, comment dire, les conditions qui font qu'on peut poursuivre une tribune. Concernant les questions orales, cette mise en garde ou cette amicale, comment dire, ces amicales recommandations n'ont pas été faites. Moi, je suis quand même surprise parce que là, vous me parlez des questions orales, mais par exemple, quand on va avoir le débat sur le budget, c'est pareil, on va refaire forcément un point de bilan sur le mandat, donc vous allez aussi refuser qu'on pose des questions. J'aimerais bien... Non. Là, moi, j'estime qu'on est censuré, monsieur le maire. Non, j'ai prévenu justement, quand j'en ai parlé à M. Hugo, toutes les questions peuvent être posées pendant le conseil municipal. Là, c'est simplement quelque chose qui est marqué, qui est inscrit, qui est écrit à la fin du conseil, qui était un plus en termes de démocratie locale, qui était utilisé et que je ne souhaite pas, puisqu'il peut y avoir, j'allais dire, litige sur la question. Néanmoins, je vous ai dit quelque chose de précis, c'est que toutes les questions pendant le Conseil, on répond et chacun prend ses responsabilités. Qu'il y ait un débat pendant le Conseil, je trouve ça normal, donc il n'y a pas de censure. Par contre, dans des questions qui sont écrites et qui ont dedans des a priori sur, effectivement, vous faites ceci, vous faites cela parce que c'est la campagne municipale, effectivement, c'est un autre débat. Dans le cadre d'une discussion et du Conseil municipal, on répond à chaque fois, que ce soit moi ou les autres conseillers. Donc, les questions que vous avez posées auront réponse, madame, et si vous le permettez, je vais lever la séance et vous pourrez dire qu'on vous a censuré. Non, je voudrais juste dire que les questions orales ne sont pas une faveur que vous nous faites, c'est un droit qui est qui nous est garanti par le Code général des collectivités territoriales. Je vous renvoie au débat sur la matière. Et tout conseiller municipal est fondé à poser des questions orales, absolument. Mais c'est pas ça la question. Je crois que vous confondez les questions orales qui peuvent être posées et vous en privez pas pendant le Conseil. Et d'ailleurs, je ne vous ai pas interdit de poser quelle que soit la question. Chacun prend ses responsabilités. La seule différence, c'est qu'on est une des seules communes, si ce n'est la seule dans le département, à dire, voilà, pour les questions sur lesquelles vous voulez avoir des renseignements complémentaires, si vous voulez qu'il y ait une trace écrite, donc on met, puisque vous vous plaignez que les verbatims n'étaient pas faits et que de toute façon vous aurez trouvé à redire, que maintenant, pour effectivement pallier à cette situation, c'est maintenant diffusé, donc vous ne pouvez plus sortir cet argument. Hein. Je crois savoir que vous continuez par principe à voter contre le rapport du Conseil municipal, mais là, sur les questions orales, vous pouvez les poser, les questions orales. Simplement, ce qu'on appelle les questions orales, pour la compréhension des personnes qui nous regardent, c'est les questions à la fin sur lesquelles, qui étaient écrites et avec des réponses écrites qui étaient mises avec le conseil municipal, avec le rapport du conseil municipal. C'est différent. Les questions sur Citalios, vous l'avez posé. Les questions sur les inondations, j'ai déjà répondu plusieurs fois ici. Je vais dire, vous aurez la réponse et vous en ferez ce que vous voudrez. Donc, rien ne va à l'encontre, effectivement, de ce qui doit être fait. Et je ne vous ai pas interdit de poser une question. Je dis simplement que, et même à la limite, si vous posez les questions, et si ça peut vous faire plaisir, posez donc la question et je vous répondrai, mais je ne l'écrirai pas parce que ça part d'un débat, j'allais dire, qui est celui des prochaines élections. Quand vous ne faites pas que de poser une question, mais vous faites des présupposés sur la façon dont le travail qui est fait maintenant ne se fait, comme si on n'avait pas travaillé jusqu'à maintenant, que parce qu'il y a des élections. Et c'est ça que je reproche. Donc les questions peuvent être posées et j'y répondrai. Mesdames, Messieurs, ainsi se termine ce conseil municipal de la fin de l'année. Je voudrais à toutes et à tous vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année et je confirme qu'on peut poser toutes les questions possibles dans ce conseil municipal. Merci, bonne fête à toutes et à tous.